sur ce nouveau webinaire, c'est la rentrée, ça y est, Culture RH revient avec ses webinaires. Je vous invite à me faire un coucou dans le chat quand vous êtes présent. Voilà, pour moi, ce sera le signe que tout fonctionne et tout va bien. Je vais attendre quelques secondes, voir des noms, des prénoms s'afficher. Je vois un premier salut. Bonjour Mélanie, Emmanuel, Aurélie, Julie, Christophe, Gilles. Bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver après 2 mois de coupure, hein, puisqu'on a fait une petite pause côté Culture RH et ça y est, c'est la rentrée. Et en plus, on revient, on ne fait pas semblant, avec un sujet qui a vocation à vous faire du bien, à réfléchir ensemble comment est-ce qu'on peut maintenir les bénéfices de nos vacances en quelque sorte. Et donc pour ce webinaire aujourd'hui, eh bien, j'ai 2 invités. J'ai déjà dans un premier temps Adrien. Adrien, si tu veux bien dire quelques mots sur toi, qui tu es, ce que tu fais de beau, pourquoi tu es là aujourd'hui. Alors, je suis là parce qu'on m'a invité, donc du coup, sinon je ne serais pas venu. Bonjour à toutes et à tous, Adrien Chignard. Moi, j'ai 42 ans, 2 enfants. Je suis psychologue du travail et des organisations et je suis spécialiste de tout ce qui est question de santé mentale au travail. Les questions les plus simples, comment avoir de l'énergie, gérer sa charge mentale, être serein, communiquer, aux questions les plus ardues sur les harcèlements, les situations de braquage, de prise d'otage. Voilà, je suis un garçon qui gagne à être méconnu globalement. Il ne faut pas me voir trop souvent, ça veut dire que tout va bien. J'adore la manière dont tu résumes ça. Parfait. Et donc, on a aussi Loïs avec nous. Bonjour Loïs. Bonjour à vous deux. Et donc, oui, je suis Loïs, je suis marketing manager chez Urban Sports Club. Je suis aussi professeur de yoga, donc c'est sujet de bien-être au travail et dans tous les autres moments de notre vie. C'est un sujet qui me touche à la fois professionnellement et personnellement. Et donc, je travaille chez Urban Sports Club, qui est un avantage salarial sport et bien-être, le plus flexible et diversifié d'Europe. Donc, c'est une solution qui permet aux entreprises de cofinancer du sport et du bien-être pour leurs salariés. Et donc, on prend souvent la parole sur des sujets liés au futur du travail, au bien-être au travail, au sport, au corps dans le cadre du travail. D'où ce sujet en cette période de rentrée. Et d'autant plus pour les RH, pour qui l'actu est brûlante et incertaine. Il y a certainement un peu de stress en cette rentrée. Je crois qu'il n'y a jamais eu une rentrée aussi intense pour les RH. Donc, l'objectif aujourd'hui aussi, c'est de vous faire du bien. C'est une belle promesse. J'espère qu'à la fin, vous nous direz, oui, ça a fonctionné, vous nous avez fait du bien. On est là pour à peu près 3/4 d'heure, 1 heure max ensemble. Comme à chaque fois, je le redis pour les personnes pour qui c'est la première fois ce webinaire, ce webinaire, il est pour vous, il est à vous, donc profitez-en, réagissez, posez vos questions dans le chat et moi, je me ferai votre relais auprès de Loïs et Adrien et puis on gardera un temps à la fin si jamais il y a encore des questions. Déjà, avant même de se lancer, pour avoir un petit peu une idée de où est-ce qu'on met les pieds aujourd'hui, Loïs, c'est toi qui as l'initiative de ce webinaire. Alors, est-ce que tu veux bien nous briefer un peu pourquoi ce sujet et puis à quoi on doit s'attendre finalement aujourd'hui avec ce webinaire? Oui. Avec Adrien, on s'est posé la question en cette période de rentrée, voilà, comment on pouvait proposer quelque chose de positif et des solutions concrètes pour avancer dans cette période qui, même si on est des adultes et donc on ne rentre pas à l'école, la plupart d'entre nous, c'est quand même une période très particulière qui est très belle parce que justement, on conserve ce moment, ce souvenir d'enfance de rentrer à l'école et ceux qui ont des enfants le vivent à travers ça. Et dans les entreprises, c'est aussi un moment très particulier. Tu l'as dit, Anaïs, c'est un moment particulier aussi pour les RH. Beaucoup de gens rentrent de vacances, etc. Donc, c'est un moment très fort, très beau, mais qui peut aussi présenter plein de challenges. Et donc, on a construit ces 5 dimensions qui permettent, comme on va le voir, d'essayer d'avancer dans ce moment avec plus de sérénité. Donc, le repos et la récupération, l'alimentation, l'activité physique, la vie sociale et le 5e, la sensibilisation et l'accompagnement. Donc, précisément plutôt le rôle des entreprises dans ce moment-là. Voilà, ces 5 piliers qui peuvent nous aider à vivre la rentrée avec plus de sérénité. Super. Alors moi, j'ai déjà une première question et ça va permettre d'introduire ce premier sujet. Pas plus tard qu'hier, j'ai une RH avec qui je discutais, qui vient de reprendre le travail là et qui me dit, il me tarde déjà les prochaines vacances pour me reposer. Et je trouve que ça en dit long, ça en dit assez long. Et c'est peut-être une phrase qu'on a
certainement tous prononcé à un moment ou un autre, peut-être même vous dans l'audience qui êtes en train de nous écouter. Déjà, ça m'amène à vous poser la question, qu'est-ce qu'on risque à attendre les prochaines vacances pour se reposer? Et on en parlait même un peu avant le webinaire avec Adrien, il n'y a pas de crédit de repos? Non, alors je peux prendre la parole sur le sujet? Ouais, en fait, il y a un truc tu parlais, Loïs, des enfants, de la rentrée. Moi, il y a un truc que mes enfants, ils apprennent pas à l'école, mais moi, j'aurais kiffé qu'on m'apprenne ça quand j'étais petit, en fait. Moi, j'aurais aimé, quand j'étais petit, qu'on m'apprenne la différence entre la fréquence et l'intensité. On parlait de la fonction RH, imaginons l'un et l'autre que vous me disiez, wow, Adrien, la rentrée, c'est terrible, la semaine prochaine, on a un gros truc à faire, on a du boulot, mais la casquette, ça va être chaud. Et que moi, je vous dis, écoutez, si vous avez vachement de taf la semaine prochaine, je vais vous donner un conseil très simple. Là, ce que vous faites, c'est que vendredi, vous quittez le boulot à 17h et de 17h à 23h, vous enchaînez couscous, cassoulet, sandwich, vous faites 21 repas d'un coup. Comme ça, la semaine prochaine, plus besoin de bouffer. Vous allez gagner plein de temps. Vous aurez déjà tout mangé vendredi soir. Et normalement, l'un comme l'autre, votre estomac est ainsi constitué qu'au bout de 21 repas, vous serez un peu rassasié. Vous n'aurez qu'une envie, c'est d'aller vous coucher. Ça tombe bien, c'est mon deuxième conseil. Allez vous coucher le ventre bien plein et essayez de dormir 30 heures de suite. Comme ça, la semaine prochaine. Pas besoin de dormir. Et puis après 30 heures, et ça, je parle sous le contrôle du prof de yoga, mais après 30 heures où tu as bien mangé, tu es pleine balle, là, vous me faites des planches pendant 6 heures non-stop, comme ça, pas besoin d'aller à la salle de sport. La semaine prochaine, vous pouvez être full focus sur le table. Vous me diriez, mais au mieux, tu es un imbécile, au pire, tu es une brute épaisse. Qu'est-ce que c'est que ce psy complètement taré? Et vous auriez raison. Alors, ça vous paraît débile ce que je vous raconte là, et pourtant, c'est ce qu'on fait, vous et moi, au boulot. C'est-à-dire que vous pensez qu'on peut bosser pendant 11 mois comme des malades pour se reposer pendant 5 semaines, et vous pensez qu'on peut bosser comme des tarés pendant 5 jours sans voir le jour pour se reposer le week-end. Mais le fait de vouloir faire tout avec intensité, c'est ce qui détruit notre santé physique, mentale et sociale. Et ça, c'est problématique. Il n'y a pas de crédit de repos. En revanche, il y a la possibilité d'avoir une fréquence de la récupération. Pourquoi je vous dis ça? Scientifiquement, ça fait pas mal d'années qu'on étudie ce qu'on appelle la psychologie de la récupération. Comment on restaure ou comment on conserve notre énergie durablement. Eh bien, le secret de ce qu'on appelle dans la littérature scientifique performance under pressure, en gros ce qu'on est tous en train de vivre à la rentrée où on se prend un super tanker de demande en 2 semaines, c'est la fréquence de la récupération. Si vous avez la possibilité de mettre des rituels réguliers dans votre agenda pour récupérer, ça ne dit ni plus ni moins que de façon scientifique et ampoulée ce que disaient nos grands-pères, qui veut voyager loin ménage sa monture. Moi, je parle très concrètement de ce que je fais tous les jours depuis 12 ans. Tous les jours depuis 12 ans, je vais marcher 10 000 pas en forêt de Saint-Germain-en-Laye chaque midi, ce que je vais faire juste après ce webinaire. Eh bien, je pourrais, si ça vous intéresse, vous dire les bénéfices que ça a sur mon taux de cortisol, sur l'hypertension, sur mon appétit et sur tous les piliers dont on va se parler aujourd'hui. Je peux juste dire un truc, tu viens de me mettre une grosse claque. Je t'écoutais, je me disais, mais c'est mon problème chaque semaine, hein, chaque début de semaine où je suis déjà fatiguée, je me dis c'est pas grave, je vais bien dormir ce week-end, je me reposerai samedi matin, je ferai une grasse mat, et là je suis en train de me dire oh là là. J'avais pas prévu de parler de ça. J'avais pas prévu de parler de ça, mais parce que ce dont tu parles, en fait, c'est un concept historique qu'on connaît depuis à peu près le 19e siècle, qui s'appelle l'aliénation du temps de loisir. C'est-à-dire que ton temps de loisir ne t'appartient plus pour y mettre ce que tu kiffes dedans, mais il devient un temps inféodé à la restauration de ta seule force de travail. Ça veut dire que le seul horizon de kiff que tu as, c'est d'être le moins fatigué possible pour pouvoir produire de la valeur. Wow, ça fait pas rêver, quoi. Moi, j'ai des enfants, j'ai une femme, j'aime la vie, j'aime mes copains, j'aime les sprints, j'aime les moritos, j'aime tout ce que tu veux, faire du sport, la course à pied. Enfin, le week-end, je ne peux pas arriver le week-end en me disant je suis crevé. Avec ma femme, on avait... Alors, je ne le dis pas trop fort, mais on s'était fait un concept depuis quelques années, on prend des pré-vacances. C'est-à-dire, on prend des petites vacances pour arriver en forme en vacances. Parce que moi, le nombre de copains que je vois ou de copines, moi j'ai beaucoup de copains, copines qui sont DRH, de copines, parce que la profession est très fortement féminisée, qui arrivent en vacances et qui me disent heureusement que je suis en vacances, je suis claqué, et qui me disent ah non, 8 premiers jours, on n'a rien fait, j'étais trop fatigué. Quelle tristesse. Les vacances, c'est pas fait que pour se reposer, c'est fait pour se ressourcer. Mais je ne vais pas tout dire tout de suite.
On en garde un peu sous le pied. Alors du coup, tout ça, moi je suis alignée, hein, vous nous direz dans l'audience si ça vous parle, tout ça, si vous aussi ça vous a mis une petite claque. Merci Adrien. Mais la question derrière, c'est, oui mais écoutez, parce que j'ai bien compris le concept de ne pas attendre pour se reposer, de ritualiser ça au quotidien, mais ok, mais quand on est en entreprise, et là c'est peut-être que Loïs, tu vas avoir des clés à partager, mais comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on donne de la place à ces temps de repos sur le temps de travail en entreprise? Comment on peut faire ça? Et Sandrine qui dit dans le chat, totalement alignée. Enfin voilà, elle rejoint le discours. Ben oui, nous, ce qu'on promouvoit chez Urban Sports Club, à la fois à travers notre solution, mais aussi à travers une vision qu'on promeut du monde du travail, c'est un temps du travail qui est aussi et un monde du travail qui est aussi au service du bien-être, avec tout simplement le constat que des personnes épuisées ne sont ni motivées, ni performantes. Donc, en fait, c'est dans l'intérêt de l'entreprise de promouvoir la santé mentale et physique des collaborateurs. Ce n'est pas juste pour faire plaisir et pour faire du RH washing ou autre, c'est juste pour que le collectif fonctionne bien au quotidien. Et ça passe par plein de choses, comme justement les temps de repos, et que tous les temps de repos ne se valent pas, en fait, et que non seulement il faut donner du temps, évidemment, à ces collaborateurs, à ces collaboratrices pour qu'ils puissent se reposer entre les journées de travail, mais aussi un petit peu pendant les journées de travail. Et il faut aussi leur donner la possibilité pendant ce temps-là de faire quelque chose qui va vraiment les reposer. Parce que malheureusement, on a ce réflexe pendant nos pauses, en fait, d'aller faire des choses qui ne nous reposent pas du tout. On passe de notre écran professionnel à notre écran personnel. On prend notre téléphone pour tout faire, même pour aller aux toilettes, même pour aller d'une salle de réunion à une autre. Et on passe d'un écran à l'autre, probablement pour aller sur les réseaux sociaux où en fait on va ne faire que s'épuiser un peu plus. Donc évidemment, l'employeur, ce n'est pas son rôle d'interdire de faire ça ou quoi, mais par contre, il peut mettre à disposition des outils qui permettent de faire une pause plus saine, de faire une pause sportive, de faire une pause restaurative, méditative, de faire une pause en extérieur, en mouvement, en marchant. Et tout ça, c'est aussi le rôle de l'employeur de le promouvoir. Et puis pour les temps de repos entre les journées, il y a aussi la possibilité, il y a pas mal d'entreprises qui le font maintenant, de tout simplement bloquer les outils professionnels le soir et la nuit. Horaire à choisir selon l'entreprise, que ce soit à partir de 20h, 22h et jusqu'à, je ne sais pas, 6h ou 7h du matin, tout en respectant aussi le fait que chacun ne veut pas forcément travailler au même moment quand c'est possible, mais en tout cas de considérer qu'il y a peut-être des moments, des horaires de la nuit où ce n'est pas possible de travailler. Donc voilà, ça c'est une possibilité. Et plein d'autres choses qui sont assez connues, mais au final peu présentes dans les entreprises, mais une salle de repos, une salle de sieste, enfin, il y a plein de choses qui sont entre guillemets très innovantes et qui utilisent depuis longtemps, mais qui sont encore mal vues dans le cadre du travail parce qu'on considère que 9h, 17h, 18h, voire plus pour beaucoup de gens, c'est le travail et c'est tout. Alors qu'en fait, la science dit clairement qu'on ne peut pas être productif 8h, 9h d'affilée. Et on a besoin de se reposer, de se ressourcer pour pouvoir revenir et être bien et mieux travailler, quoi. Voilà. Très clair. Il y a une question dans le chat. Alors, je sais que c'est un sujet qu'on va approfondir en dernière partie sur la partie sensibilisation et accompagnement, mais comme c'est la toute première question, je vous la partage. Romane qui dit souci rencontré en entreprise, le PDG et la DRH insistent sur le fait de ne pas faire plus que ce qu'on demande, mais les salariés le font d'eux-mêmes en fait. Par exemple, ils travaillent tard le soir, les week-ends. Comment on peut réussir à faire changer cette habitude du côté des salariés quand pourtant la direction ne le demande pas en fait et ne dit de ne pas le faire. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, les gens ne font pas ce que l'on dit, les gens font ce que l'on fait. Ceux qui ont des enfants, c'est pas la peine que je vous explique comment ça fonctionne. Vous savez très bien que la valeur d'exemplarité qui est celle de nos comportements
à valeur de mode éducationnel qui leur fait dupliquer nos comportements. Donc moi, je dirige un cabinet qui s'appelle Sens et Cohérence. Ça fait 20 ans que je fais mon métier, j'ai un peu plus de 2000 interventions dans les grandes entreprises à mon actif. Reposez-vous soirée, week-end, mais je vous envoie des WhatsApp parce qu'il y a un appel d'offres important le samedi. Non, mais parce que c'est ma façon de m'organiser. Donc si vous recevez un mail à 23h, c'est que je suis tranquille à la maison. Moi, c'est mon truc. En fait, il ne faut pas oublier qu'un contrat de travail, c'est un lien de subordination. Un lien de subordination, ça veut dire que quelqu'un est détenteur du pouvoir et l'autre vend sa compétence à ce détenteur du pouvoir. Et donc, si la figure d'autorité déploie des comportements, ça veut dire que ces comportements sont créateurs de normes. Et nous suivons tous la norme. Celles et ceux qui nous écoutent sur les 129 que nous sommes ici, qui pensent qu'on a un libre arbitre total, vous allez au-devant de très grandes déconvenues. Je peux, en moins de 30 secondes, preuve scientifique à la pluie, plier le game en termes d'argumentaire sur le sujet. Donc, puisque la personne qui est détenteur du pouvoir, mais comme l'autorité parentale, c'est la même chose, est détenteur de normes, bah forcément, les gens ne font pas ce que vous dites, ils font ce que vous faites. Donc, déjà, premièrement, il y a une exemplarité de l'executive management sur le sujet, à de faire en sorte qu'entre 18h et 7h du mat, il n'y a rien qui sort. Vous pouvez bosser, ça vous appartient, chacun fait ce qu'il veut, mais en revanche, on ne communique pas. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas des outils qui sont des outils synchrones ou asynchrones pour perturber et créer une norme qui va être toxique et délétère. Ça, c'est la première chose. Exemplarité des propriétaires ou des détenteurs du pouvoir, des créateurs de normes. Deuxièmement, et c'est ce que disait Loïs, ça ne suffit pas. Parce que s'il fallait attendre l'exemplarité pour imaginer que ça fait changer nos comportements, bah, il n'existerait pas de loi dans le monde. Pourquoi on a un système de justice ? Parce que nous sommes intrinsèquement immoraux. Si personne ne volait, ne roulait trop vite, ne violait, ne tabassait les autres, on n'aurait pas besoin de loi. On a des lois parce que l'être humain est par nature immoral. Et donc, mais c'est pas grave, il suffit juste de le reconnaître pour se dire, OK, qu'est-ce qu'on met en place ? Et c'est ce que disait Loïs. C'est-à-dire qu'on met en place des règles, des systèmes. Et ben, les entreprises qui ont dit, moi, je bloque mes serveurs de 19h à 7h du mat, bizarrement, ceux qui veulent bosser, ils n'emmerdent plus les autres. Et ça crée des normes qui sont saines. Et puis, c'est autre chose. C'est une norme qui doit se créer et qui doit se partager avec l'équipe naturelle. Sinon, c'est la même foutaise et le même bullshit RH que ceux qui disent, mais si tu as envie de partir à 17h dans l'open space quand ton boulot est fini, tu fais ce que tu veux. Mais walou, ça marche jamais. Parce que c'est nier cette dimension d'illusion comparative qu'on a tous. On va étalonner notre comportement sur le comportement des autres. Et si on ne croit pas, imagine Anaïs, ce week-end, tu as une soirée. Et tu arrives dans une soirée, il y a une centaine de personnes, tu arrives habillé comme tu es là et tu vois que tout le monde est en rouge. Putain, tu arrives et tu te dis, ouais, et on m'a pas prévenu d'un truc là. Moi, je suis en blanc, je suis en beige, tout le monde. Tu vas te sentir très mal tout de suite parce qu'en fait, tu vas te sentir isolé socialement au milieu de tout le monde. Et comme tu vas être dans un décalage vis-à-vis de la norme majoritaire, tu vas très mal le vivre. Mais c'est ce qui se passe quand on demande aux gens d'être acteurs de leur bien-être. Moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on dise il faut que le salarié soit acteur. Bien sûr qu'il y a des choses qui nous appartiennent. Bien sûr qu'on peut mettre des choses à notre niveau. Et la science montre que 40% de notre bonheur dépend de nous-mêmes. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de trucs qu'on peut faire à notre niveau. Sauf qu'il n'y a pas de bons acteurs en situation de travail sans excellents metteurs en scène. Et le metteur en scène, c'est l'employeur. C'est celui qui va créer la norme et la faire respecter. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que moi, je vois plein de DRH, plein de DG, je vois plein de boîtes qui ont compris ça et qui mettent en place des règles, des normes, des cultures d'équipe dans lesquelles, effectivement, on fait respecter ça. Et ce qui est cool, c'est que ça prend tout de suite. Il y a un vrai enjeu de culture, en fait. Carrément. Oui, pour rebondir rapidement, dans l'implémentation de notre solution, nous aussi, on le voit très bien et on le dit à nos nouveaux clients que la façon pour que ça marche le mieux, c'est que le top management et les managers prennent cet outil et l'utilisent eux-mêmes et le partagent avec les autres pour que ça marche et que de voir son manager ou encore mieux son CEO partir à 17h30 pour aller faire ou le midi sur la pause déjeuner pour aller faire une session de sport. Mais en fait, c'est hyper libérateur parce qu'on se dit « Ah, ok, lui, il le fait, il le dit et il le fait, moi aussi, du coup, je peux le faire. » Et ça change complètement la culture de l'entreprise, encore plus quand on le fait du coup ensuite à plusieurs parce que ça devient quelque chose de partagé. Donc oui, il y a les outils et il y a la façon dont on les incarne et c'est en effet le rôle du top management. Et ce n'est pas facile parce que le top management, c'est aussi des gens
normaux, lambda, qui ont en plus souvent beaucoup de travail. Donc, c'est pas facile à incarner, mais c'est ce qui va faire que les choses, que la culture d'entreprise peuvent changer. Et puis, ce qu'il faut avoir à l'esprit pour rebondir sur ce que dit Loïs, c'est que, et quelqu'un l'a dit fort justement, c'est-à-dire que, bien sûr, cette dimension d'exemplarité, de création de normes, mais il y a aussi cette question de réalisme quant à la quantité de travail à mener. C'est-à-dire que si je te donne 2 balles pour jongler, Anaïs, tu vas probablement y arriver 3 avec un peu d'entraînement. Si je t'en donne 47, ça va s'effondrer à chaque fois. Mais ce n'est pas parce que tu ne sais pas jongler. C'est parce qu'il y a trop de balles et que c'est impossible pour l'être humain de réussir à composer avec la complexité du réel que je t'impose là. Et donc, effectivement, il y a toujours cette dimension de la charge de travail telle que... Enfin, c'est en ayant une évaluation, je n'ai pas dit une mesure, si ça vous intéresse, on parlera dans les questions-réponses de la différence entre mesurer et évaluer la charge de travail. Mais si on a une évaluation de la charge de travail qui est systématiquement too much, alors il ne faut pas s'étonner que si ça déborde dans tous les sens, les personnes vont devoir travailler soir et week-end pour absorber le système dysfonctionnel. Très clair. J'ai vu quelques questions passer, mais je vais les garder sous le coude, parce que je pense qu'il y a quelques sujets sur lesquels on pourra revenir sur la dernière partie. On va parler alimentation, donc c'est bientôt l'heure du déjeuner, donc c'est tout à fait à propos. Du coup, un peu naïvement, on pourrait se poser la question, c'est quoi le rapport entre l'alimentation et la santé mentale au travail? Pourquoi ça impacte? Qui se lance? Qui y va? Moi, je peux y aller, mais c'est comme Vas-y. En fait, l'alimentation, la nutrition, c'est pas ma spécialité. Ce que je peux dire, c'est 2 choses sur lesquelles ça, pour le coup, je peux m'exprimer. Premièrement, Loïs parlait tout à l'heure du compas du bien-être. En fait, en psychologie positive, il y a 4 composantes qui vont générer effectivement un état de bien-être chez l'être humain: nutrition, activité physique, émotion positive et sommeil. Et effectivement, c'est un compas parce que ces 4 dimensions vont s'auto-alimenter. Tu dors bien, tu manges mieux, tu as la pêche pour aller faire de l'activité physique. Enfin, voilà. Moi, ce que je vois beaucoup et ce qui m'inquiète énormément en 2005, alors je suis un mec plutôt très optimiste, j'aime la vie, il y a un truc qui m'inquiète quand même, c'est la question de la consommation de substances psychoactives, parce que je la vois exploser au boulot, mais d'une manière que je n'aurais pas envisagée il y a 5-10 ans. Je parle d'alcool parce que ça parle à beaucoup de personnes, mais vous pouvez changer le mot alcool par le mot cannabis sans aucun problème, par toutes les substances psychoactives. Je ne sais pas si vous le savez, mais on est en capacité à évaluer ou à mesurer la consommation d'alcool qu'on peut avoir. Je vous donne un petit repère quand même, ce qu'on appelle l'échelle de Goffman, pour que vous ayez une idée de tout ça. On a une première consommation d'alcool qui est une consommation qu'on va appeler une consommation récréative. Il y a des potes qui viennent, il y a un anniversaire, on ouvre une bouteille, on boit un coup, aucun problème. C'est-à-dire, je ne peux pas vous encourager à boire de l'alcool nécessairement, mais si la consommation elle est simplement indexée sur la composante récréative de l'instant, pas de problème. Alors, si c'est la fête matin, midi et soir à la maison, il y a un souci, mais ça, c'est autre chose. Mais quand c'est récréatif, pas de souci. Deuxième, si c'est pas avec excès. Deuxième type, l'excès, c'est plus que 14 verres pour une femme, 21 pour un homme par semaine. Si derrière, vous allez une consommation qu'on va appeler l'automédication. Alors, ça nous arrive tous et je me mets dedans parce que ça m'arrive aussi. Tu t'es fait une méga journée. Moi, ça m'arrive pour être très sincère. Parfois, je vais faire des conférences. Il y a 600, 700 personnes. Tu descends de la Seine, tu es à Angoulême, tu as 1 heure pour attendre le train. Très sincèrement, je vais me boire une petite bière au soleil et ça me fait redescendre. Et je suis content. Je me dis, voilà. Donc, l'automédication, c'est quand tu vas consommer de l'alcool, qui est un anxiolytique puissant, et c'est tout son problème, c'est que ça marche très, très bien. Quand tu consommes de l'alcool pour redescendre des moments de tension. Alors, de temps à autre, on en a tous des moments comme ça. Là encore, s'il y a une fréquence de cet usage-là qui est trop régulière, ça doit nous questionner sur la façon d'apprendre différentes façons de nous relaxer. Parce qu'il existe différentes façons de redescendre en tension. C'est une des spécialités de Loïs, je le laisserai en parler. Et puis la troisième typologie de consommation, c'est ce qu'on appelle la recherche de défonce. La recherche de défonce, malheureusement, ça arrivera à chacun d'entre nous à quelques moments de sa vie. Pourquoi ? Parce que la recherche de défonce, c'est notre désir d'annihiler ponctuellement notre faculté à penser. Vous savez, Pellissolo, qui est un grand spécialiste en France du deuil, nous apprend quoi? Ce psychiatre, il nous dit que le cerveau humain est très bien fait pour vivre les deuils et que vieillir, c'est apprendre à voir les gens qui sont autour de nous mourir. Mais bon, le cerveau le fait bien. Le cerveau humain gère bien les deuils. Simplement,
ça nous rend hyper triste quand tu perds quelqu'un que tu aimes. Et donc, pour annihiler ponctuellement cette émotion profonde qu'est la tristesse, eh ben, on va se liquider une bouteille de Saint-Nicolas de Bourgueil parce qu'on dormira mieux la nuit à venir. C'est pas vrai, on s'endort mieux, mais on dort très mal pour le coup. Donc, vous allez parfois chercher à annihiler votre faculté à penser. Si ça vient émailler quelques instants d'une vie entière, c'est une fonction que vous avez trouvée ponctuellement dans l'alcool, je ne peux pas l'encourager, au contraire. Mais ça reste suffisamment exceptionnel pour que ça ne représente pas un risque intense pour votre santé. Sauf si, bien sûr, vous avez des conduites à risque, vous conduisez ou quoi que ce soit derrière. Mais si la recherche de défonce, là encore, est quelque chose qui vient à se multiplier, alors on tombe dans une addiction. Et cette addiction, effectivement, il vaut mieux être lucide et s'en rendre compte pour agir dessus. Je reprends une toute petite parenthèse après, promis, je me tais. Souvent, l'exemple que je donne à mes clients ou à mes étudiants, c'est si Loïs, tu rencontres tout à l'heure en sortant un pote de fac, un pote d'enfance dans la rue qui dit « Oh Loïs, ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas vu, écoute, il fait beau à Paris aujourd'hui, je t'invite à boire un coup ce soir à 18h. » Tu le retrouves au café et là, il te dit « Bah attends, on va se prendre une petite bière. » Et là, tu te rends compte que vous restez 40 minutes ensemble et que le type, il s'est fait 4 pintes de chouffe à 9 degrés, quoi. Et tu lui dis, waouh, 4 pintes de chouffe en une demi-heure, c'est 2 litres c'est énorme. Puis c'est de la bière à 9 degrés, quoi. Et il te dit, mais tu sais, moi, j'ai toujours été festif. Tu sais, j'ai toujours aimé ça. Tu te souviens? T'es pas festif, mon pote, là. Là, t'es pas festif. Là, en fait, tu as un trouble. Là, en fait, tu es en train de devenir, effectivement, en train de développer une forme d'alcoolisme. Et s'en rendre compte, c'est d'être lucide. Et c'est toujours la lucidité qui nous fait avancer, c'est le déni qui nous ralentit parce que on peut se le dire, bah là je pense que j'ai un problème avec ça, je ne réussis plus à gérer le truc. Ok, bah tu vas pouvoir te faire accompagner, tu vas pouvoir te faire aider. Mais dès que sur ces notions d'alimentation, on a conscience de notre absence de modération, quelle que soit l'alimentation. Ce que je vous dis pour l'alimentation, ça vaut aussi pour la consommation, hein. Si tu bosses comme un chien la semaine et que tu as besoin de dépenser 400 balles tous les week-ends dans les magasins de fringues ou sur Internet pour te donner le sentiment que ta vie a un sens et que tu bosses pas pour rien, quand la consommation devient une consolation, alors dans tous les cas, ça doit nous interroger. Là encore, c'est pas la peine de se flageller ou de se dire qu'on est nul ou que c'est perdu. C'est juste se dire, OK, comment je viens infléchir différemment cette tendance? Super intéressant. Et c'est transposable à plein d'autres sujets, même le sucre, par exemple. Tout, bien sûr. Ouais. Exactement. Et juste précision, Alban demande, tu as parlé de l'échelle de Goffman, c'est bien ça? J'ai un doute sur Goffman ou Goodman, je te dis ça tout de suite. D'accord, ça marche. Louise, peut-être que tu pourras rebondir et je te donne la main avec une question de Méline, en l'occurrence, qui dit « Savoir se respecter, répondre positif à son besoin primaire, quoi de plus normal. La communication, ça peut aider aussi, s'exprimer. Est-ce que c'est une première clé, déjà ?» Oui, l'alimentation, c'est un sujet très intime, personnel, mais en fait, il est hyper présent dans le monde de l'entreprise parce que souvent au bureau, on prend des repas en commun et forcément, du coup, il peut y avoir, c'est un sujet qui peut revenir, mais il y a quand même pas mal de choses que les entreprises peuvent faire pour promouvoir une alimentation saine qui favorise la santé mentale. Il y a des entreprises, par exemple, qui mettent à disposition des paniers de fruits plutôt que, ou en plus d'une machine avec des snacks plus sucrés et transformés. Il y a même des entreprises qui mettent en place des systèmes de paniers de légumes où on peut récupérer des légumes frais et locaux dans les bureaux. Et puis, il y a même des entreprises qui mettent à disposition il y a des outils qui utilisent pour que ce soit des abonnements à des applications, etc., qui permettent de prendre des meilleures habitudes alimentaires. Donc voilà, il y a des choses que les entreprises peuvent promouvoir, même si c'est un sujet individuel, parce qu'à nouveau, ça a un impact en fait sur le quotidien du travail. C'est un moment social, on a un volet sur la vie sociale juste après, mais en fait l'alimentation ça en fait partie, c'est une partie c'est la pause principale qu'on a dans une journée de travail classique, et en fait du coup ce moment de pause c'est un moment qu'on partage avec ses collègues, donc c'est un moment fort de la vie de l'entreprise. Et donc, en effet, si à chaque fois il est ponctué de malbouffe ou d'alcool, etc., ça a un impact sur tout le monde, quoi, à nouveau dans l'exemple, etc. Et également, j'aimerais questionner le fait que
c'est aussi le cas pour les pauses, mais aussi pour les after-work qui sont très souvent en fait des moments alcoolisés, les pauses cigarettes, etc. En fait, il y a plein des rituels très connus dans l'entreprise qui sont autour de substances psychoactives, quoi. Donc, peut-être que mettre en place aussi des moments de partage qui sont autour évidemment du sport, parce que je travaille chez Urban France Club, mais ça peut être plein d'autres choses, d'activités créatives. Et de plus en plus d'entreprises le font à travers des after-work ou des événements co-building différents, de team building différents. C'est important en fait parce que ça permet de se connecter autour de quelque chose de plus créatif, qui met plus en œuvre notre corps, notre esprit, plutôt que de juste aller consommer ensemble. Oui. Voilà. On peut se réunir autour d'autre chose que l'apéro ou... Exactement. D'autant qu'il faut insister sur quelque chose par rapport à ce que tu dis qui, moi, est hyper précieux. Je fais une petite parenthèse, mais je ne sais pas si les gens qui nous écoutent le savent, mais il y a deux choses. Premièrement, quand on consomme de l'alcool, comme des psychotropes quels qu'ils soient, ça a un effet désinhibiteur. Vous avez moins d'anxiété sociale, vous êtes beaucoup plus entreprenant quand vous avez consommé de l'alcool que quand vous n'en avez pas consommé. Même quand on est en dehors des horaires de travail et en dehors du lieu de travail, il peut y avoir harcèlement sexuel au travail. Si le lien qui vous unit à la personne est originellement un lien professionnel, c'est-à-dire avec un contrat de travail au sein du même employeur, par exemple. Je le sais parce qu'on fait, nous, quasiment avec mon cabinet, 1 à 2 enquêtes harcèlement par semaine chez nos différents clients. Parfois, les gens disent, oui, non, mais d'accord, il a été hyper entreprenant, très inélégant, c'est des agissements sexistes, mais c'était un soir après le boulot dans un bar. En fait, ça ne change rien. Ça reste un harcèlement sexuel en situation de travail. Et là où je nous invite à être vigilants, c'est à tous bien s'assurer qu'on a compris ce qu'étaient les dimensions du consentement. Moi, je le dis, j'ai 2 enfants et souvent les gens me disent « Mais dis donc, tu n'as pas peur pour ta fille qu'elle soit un jour… » Bien sûr que j'ai peur pour ma fille, mais j'ai peur pour mes enfants qu'ils soient victimes, mais j'ai aussi peur que mes enfants deviennent coupables. Mais parce que c'est trop facile de se dire que le harceleur, c'est un monstre. Non, il fait partie de la communauté humaine, comme toi, comme moi. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est pas uniquement que mes enfants soient pas victimes, c'est aussi que mes enfants soient pas coupables. Et pour ça, cette notion de leur apprendre ce qu'est le consentement, qu'il soit révocable, qu'il soit enthousiaste, qu'il soit explicite, enfin, tout ça, ça peut s'apprendre, on peut se le dire les uns les autres. Et c'est pour ça, j'insiste sur ce que vient de dire Loïs, qui est très important. C'est que si on sait se réunir autour d'autres rituels que uniquement des rituels autour de l'alcool, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de boire un verre. Je ne suis pas le dernier à aller boire un verre avec mon équipe, j'adore ça. Mais qu'on soit attentif au fait que la désinhibition, elle implique aussi au travail parfois des comportements qui sortent d'un cadre de celui qu'on peut légitimement tous attendre pour être en sécurité psychologique. Et alors, pour terminer sur le sujet de l'alimentation, il y a alors déjà Annabelle qui partage son expérience, qui nous dit qu'elle a des intolérances alimentaires qui rendent difficiles ces moments qui sont dits conviviaux. Et du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle propose des petits déjeuners ou des goûters plutôt que le resto. Comme ça, elle amène une préparation maison et aussi ils peuvent proposer d'autres sorties, enfin voilà, des choses un peu différentes. Donc ça, c'était le petit partage. Merci Annabelle. Et puis Lionel, une dernière question sur le sujet de l'alimentation, qui nous dit qu'est-ce qu'on peut faire face au fait que des collaborateurs, durant leur pause déjeuner, parlent du travail et donc ne décrochent pas. On peut faire ce qu'on appelle de la révélation positive de soi. Ce qu'il faut éviter surtout de faire, c'est dire, excusez-moi du terme, oh, tu nous emmerdes, parce que c'est un tu, puis c'est dégradant pour la personne. C'est vrai. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui suscite le désir de changer. Ça nous fait honte, ça nous rend un peu coupable ou en colère. Dans tous les cas, ce n'est pas un promoteur d'un changement de comportement. En revanche, on peut lui dire, la révélation positive de soi, c'est de dire moi, je ne suis pas très à l'aise avec le fait qu'on parle que de boulot pendant la pause. Moi, j'ai envie de parler d'autres choses. Là, et on peut amener d'autres sujets. Mais on ne dit pas tu, on dit je. Plus une émotion, plus un fait concret. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec le fait qu'on parle que de l'appel d'offres parce qu'on se le tape déjà 7 heures par jour. Vous faites quoi ce week-end? Vous avez prévu quoi à la Toussaint? Vous allez où à Noël? Et on peut enrichir la discussion de et tes enfants, ça s'est passé comment? Tu as passé le Karcher sur ta terrasse? Au fait, tu ne voulais pas déménager? En fait, on va, exprimer son inconfort par rapport au sujet, et 2, on va proposer des thématiques qui sont des thématiques qui sont autres, qui vont pouvoir accrocher le débat.
Certains pourraient me dire, bah ouais, mais il y en a qui sont des indécrottables et qui vont continuer comme ça. Et bah, celles et ceux qui n'ont pas compris qu'on devait s'approprier une partie des normes du groupe pour y appartenir. Si tu vas dans un groupe de passionnés de hard metal et que tu parles que de rap, ils vont te foutre dehors à un moment, parce que tu n'as pas compris pourquoi tu étais là, quoi. Et ben, l'idée, c'est exactement la même chose. Si tes collègues ont envie de parler de leurs vacances aux Canaries et que toi, tu passes ton temps à parler d'appel d'offres, au bout d'un moment, les gens vont faire comme ça, quoi. Et ils vont se détourner de toi, mais parce qu'en fait, tu manques cruellement d'intelligence sociale ou d'intelligence situationnelle. Et il faut parfois que tu sois exclu du groupe pour comprendre comment être réinclus. Et n'oublions pas que s'il y a bien un truc dont l'être humain a incroyablement peur, c'est d'être exclu du groupe. Là encore, celles et ceux qui ont des enfants, ou ceux qui n'ont pas d'enfants mais qui ont été gamins à un an, tu te souviens à l'école, quand personne voulait jouer avec toi à une récré, tu ne comprenais pas pourquoi, tu rentrais chez toi les larmes aux yeux en disant les copains, ils n'ont pas voulu jouer avec moi. C'était terrible. Et ben, c'est exactement la même chose au boulot. À partir du moment où on commence à sentir qu'on doit manger tout seul parce qu'on saoule tout le monde, soit on en veut à la terre entière, à mon avis, c'est une mauvaise stratégie, soit on se dit, bah, peut-être qu'il faut que je questionne certains de mes comportements, de mes sujets de discussion ou mes façons de fonctionner, parce que plus personne ne veut parler avec moi. Petit tips de psychologue, parler avec vous, ça veut dire être dans une logique qui est communicationnelle. Une logique qui est communicationnelle, c'est parler, certes, mais c'est aussi poser des questions. Personne n'a envie d'échanger longtemps avec les personnes qui passent leur temps à monopoliser l'espace de parole, mais qui ne retournent jamais les questions à autrui, parce que ça veut dire qu'on occupe tout l'espace sans en laisser aux autres, et les autres finissent par se détourner de quelqu'un qui n'est intéressé que par lui-même. Et ça, c'est une vraie plaie. Il faut le dire. Oh, ça gaffe, c'est incroyable. Ah non, mais... on va passer au sujet suivant, mais juste avant ça, il y a Christelle qui dit qu'elle est fan de tes métaphores, Adrien, parce qu'elles sont très bien choisies et très parlantes. On va parler d'activité physique. En quoi la pratique physique peut intervenir, nous faire du bien mentalement parlant, et puis comment ça peut s'inscrire dans l'entreprise au final. Louis. Je veux commencer pour rebondir aussi avec la question à laquelle on a commencé à répondre précédemment, qui est de comment en fait vivre autre chose avec ses collègues que le travail, surtout dans les moments où on est censé être en pause, donc pas en train de travailler. C'est qu'en fait, pour bien travailler avec des gens, on a besoin de rencontrer l'être humain en fait derrière le collègue entre guillemets et ça ne veut pas dire qu'on est obligé de devenir ami, de partager toute sa vie personnelle, etc. Mais vivre des choses différentes, comme que ce soit une activité physique, une session de sport, de tennis, de pilates ou un atelier de poterie, peu importe, mais juste de vivre quelque chose de différent ensemble qui n'a rien à voir avec le travail. Mais en fait, c'est hyper bénéfique pour la relation et donc pour la collaboration professionnelle ensuite, par la suite. À nouveau, on n'a pas besoin de devenir meilleurs amis, mais se connaître dans un autre contexte, ça peut vraiment aider à mieux travailler ensemble, à aussi forger des souvenirs communs qui sont différents, dans lesquels on a utilisé notre corps, on a utilisé notre créativité, on s'est engagé émotionnellement. Et voilà, ça peut devenir des souvenirs qui créent de la cohésion. Et ensuite, pour parler plus concrètement du sport en lui-même, la plupart d'entre nous, je pense, des personnes en ressources humaines qui nous regardent, dans les métiers du tertiaire où on est assis toute la journée, on est en fait sédentaire devant un écran. Et la pratique du sport, c'est pas ça qui ne nous rend pas sédentaires, puisque être sédentaire, c'est être assis plus de, je sais plus, 6, 7 ou 8 heures par jour. Mais en tout cas, ça permet de quand même mettre du mouvement dans nos vies et de trouver des moyens de maintenir une activité physique pour que notre corps, qu'on n'utilise presque pas pendant ces 8 heures où on est assis, il continue à avoir une fonction active. Donc, il y a à la fois ce rôle sur la santé physique et sur la cohésion d'équipe et sur la santé mentale. Et donc, les entreprises, elles peuvent favoriser ça, évidemment, à travers la promotion du sport et du bien-être, que ce soit à travers un partenariat avec une salle de sport, à travers
la mise en place d'un avantage salarial comme Urban Sports Club, en donnant aussi, évidemment, comme on a parlé sur la charge de travail, le temps de faire du sport. Et puis, sur la sédentarité, il y a plein d'outils qui existent. Les bureaux qui se lèvent pour pouvoir travailler debout, ça permet d'être justement moins assis. Ou alors des assises différentes, comme les Swiss Balls, qui permettent d'être assis, mais dans une posture différente, avec plus de mobilité au niveau des hanches, etc. Et le fait de faire du sport ensemble, ça peut aussi aider à prendre conscience, en fait, collectivement, qu'on a au sein de l'entreprise, qu'on a tous un corps et que donc on peut commencer à faire des pauses plus actives en marchant avec ses collègues juste après le déjeuner pour réduire le pic de sucre et avant de retourner au bureau. Et il y a aussi des entreprises qui font des réunions debout. Ça existe beaucoup dans les entreprises de la tech, les stand-up. En marchant même. J'ai déjà vu des réunions en marchant, ouais. Exactement. Ça permet déjà de rester à l'essentiel parce que debout, on est confortable, mais bon, on a quand même envie de se rasseoir. Donc, peut-être qu'on divague un peu moins que quand on est assis. Donc, ça permet de garder les choses concises pour ensuite aller droit au but. Donc, en fait, faire du sport ensemble, ça permet de ensuite essayer de remettre du mouvement à plein d'autres moments de la vie, dans le cadre du travail et dans la vie perso. Et donc, c'est un cercle vertueux, en fait. Voilà. Très clair. Je ne sais pas si Adrien, tu voulais compléter? Oui, alors moi je différencierais le sport de l'activité physique, puisque le sport, moi j'enseigne dans un master qui s'appelle préparation mentale et optimisation de la performance, sur les déterminants individuels et collectifs des équipes performantes, notamment en sport, mais aussi au travail. Et si on a une activité physique, en tout cas répétée, ça permet aussi d'être vachement plus performant. En fait, on vit tous, notamment s'il y a une grande population RH autour de nous, vous avez tous une charge mentale qui est forte, est ce que nous on va appeler une fatigue de l'attention dirigée. C'est-à-dire que tu as les yeux, ce que je suis en train de faire là, je le fais et je vais être claqué après, je vais manger, je vais aller marcher comme tous les midis, mes 10 000 pas en forêt de Saint-Germain-en-Laye. Pourquoi? Mais je ne fais pas ça depuis 12 ans juste parce que j'adore la forêt, les écureuils, c'est pas ça le sujet. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que la fatigue de l'attention dirigée, ça veut dire que vous êtes focus sur un écran, sur un collègue, sur un sujet, qui fait qu'au bout d'un moment, ça consomme vos facultés. Il y a deux processus cognitifs. Cognitifs, ça veut dire les processus mentaux en psychologie. Deux processus cognitifs qui sont impliqués dans la charge mentale, votre attention et votre mémoire de travail, qui sont saturés après une demi-journée de taf. Et pour celles et ceux qui sont en situation RH, il y a un deuxième type de fatigue, c'est l'effet qui se coule de la fonction RH, c'est que non seulement tu as une fatigue de l'attention dirigée, mais tu tapes en plus ce qu'on appelle de la fatigue décisionnelle. Et si en plus dans la population RH, tu es une femme, et si en plus tu es une maman, tu tapes en ce moment la rentrée des classes où derrière, on te dit « Ah non, mais vous n'avez pas acheté les bons chaussons pour la danse. Ah d'accord, vous envoyez votre mari y aller, puis il arrive chez Decathlon et on lui dit alors elle fait du combien? Vous dites bah elle a 7 ans. Non mais d'accord, mais elle fait du combien? Elle a 7 ans. On se dit putain, c'est pas possible. Pourquoi ça résonne autant ce que tu dis là? Mais parce que c'est mais moi on allait acheter des trucs pour ma fille, j'étais halluciné des darons quoi. Les mecs ils disent non mais vous savez, j'aide ma femme. Mais mon pote, t'aides pas ta femme, vous êtes deux à les faire les enfants, t'es pas là pour l'aider, t'es là pour faire ta part du job, t'es pas le numéro 2, vous êtes un et un quoi. Et donc du coup, cette fatigue de l'attention dirigée, elle s'ajoute à une fatigue décisionnelle qui fait que on prend des milliers de décisions dans la journée et c'est en vrai, ça nous plombe quoi. Et donc les chercheurs en psychologie ils se sont dit ok, qu'est-ce qui se passe? Il y a un déclin cognitif en gros vers 11h30 midi. Moi je vous préviens, dans 10 minutes je commence à devenir complètement secoué parce que je suis claqué. Ok, sauf que vous comme moi, alors moi j'ai la chance, j'ai créé ma boîte, on est 33, j'ai plus de patron. Mais vous ne pouvez pas dire à votre patron, écoutez, le psychologue Adrien Chignard, il a dit qu'il y avait une fatigue de l'attention dirigée et qu'après 11h45, on ne pouvait plus prendre de décision. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez ce qu'on appelle des fonctions exécutives supérieures de votre cerveau, en gros une partie du cerveau qui est... Vous avez une Ferrari dans la tête. Le problème, c'est qu'elle a été montée avec le mauvais réservoir, ce qui fait que vous avez un réservoir de 2 litres. Donc, vous êtes claqué, vous êtes fatigué, vous ne pouvez plus prendre de bonnes décisions. On ne peut pas dire à notre boss, j'arrête de bosser à 11h30 parce que je suis trop fatigué. Et donc, les psys se sont posé la question de, OK, mais comment on fait pour restaurer nos facultés cognitives? Comment on peut mieux penser même si on est claqué? Et ça s'appelle ART, Attention Restoration Theory, les théories de restauration de l'attention. Elles nous montrent quoi? Elles nous montrent que si, tous les jours, tiens, on a parlé de la fréquence, au midi de la journée, c'est-à-dire c'est pas une grande intensité, c'est
on bosse, on fait une pause, on revient. Donc, tous les jours, au midi de la journée, vous prenez 45 minutes, pas forcément de sport, mais même si Loïs, il parle sport au sens large de l'activité physique, mais on n'est pas dans la compète, mais on est là pour avoir une activité régulière. Si vous allez, ça a été prouvé scientifiquement, si vous allez tous les jours 45 minutes marcher dans un environnement qui est bucolique, vous ne faites pas le périph' parisien, en plus c'est dangereux puis interdit aux piétons, mais dans un environnement bucolique, si en plus il y a de l'eau à côté, réduction du cortisol, l'hormone du stress de 15% dans le sang, et vous allez marcher avec un buddy, un père, un copain, si vous détestez les gens, prenez un chien, mais si vous faites ça pendant 45 minutes sur le temps du midi, vous restaurez de 50% vos facultés cognitives l'après-midi. Donc, vous êtes beaucoup plus performant d'un point de vue cognitif. Vous faites moins d'erreurs, vous êtes moins agressif, vous êtes moins stressé, c'est moins conflictuel, vous baissez votre hypertension artérielle. Et donc, l'idée, c'est de se dire que l'activité physique, c'est pas juste pour entretenir une espèce de corps inerte suspendu à deux pinces à linge. C'est une façon d'être aussi plus performant d'un point de vue cognitif et de jouer mieux le rôle et le jeu du collectif. Et ça, c'est un déterminant de la création de valeur. J'espère que je ne suis pas tout seul dans mon truc, mais... Ah, mais moi, tu m'as convaincue parce que c'est mon sujet de rentrée. Je raconte un peu ma vie, mais tout cet été, j'ai réussi à intégrer la marche dans mon quotidien. Voilà, j'arrive à faire mes 10 000 pas chaque jour. En fin de journée, je suis allée marcher tous les soirs. Et là, depuis la rentrée, j'arrive pas à le mettre dans mon planning. Et donc là, je suis en train de t'écouter. Je me dis, bah ouais, juste après manger, là, pour ma pause, je vais le faire en fait. Donc je vais tester et je te dirai. Écoute, Sinon, je rebondis sur ce que dit Christelle parce que moi, j'accompagne alors des très grands groupes de milliers de personnes, mais j'accompagne aussi des entreprises de taille intermédiaire et parfois des équipes de 50 personnes ou des business units qui sont un peu à gauche, à droite. En fait, mettre en place des nouveaux rituels sains, ça ne nécessite pas forcément des moyens. Comme disait Loïs tout à l'heure, si après le temps du midi, au lieu d'être chacun sur Instagram tout seul dans son coin, on se dit, bah tiens, est-ce qu'on n'irait pas prendre 20 minutes pour aller se faire une balade, marcher Loïs a dit quelque chose et moi je voudrais rajouter une couche par rapport à ce que tu dis tout à l'heure. Moi, les réunions en marchant, ça fait maintenant 7 ans que je les pratique avec mon équipe parce que le fait de regarder ensemble, bon, c'est pas un truc de gourou, mais déjà on n'est pas en frontal, on regarde ensemble dans la même direction. On a une activité qui met en fonctionnement des muscles qui sont très consommateurs, qui sont les muscles des jambes. Et donc du coup, tu es beaucoup moins hostile, beaucoup plus créatif, beaucoup plus ouvert à la discussion quand tu fais ça. Je dis pas qu'on peut le faire tout le temps. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le faire tout le temps qu'on ne peut pas le faire de temps en temps. Bien sûr. Et ouais, pardon Loïs. Ouais, alors je ne sais pas si c'est la même. J'ai vu effectivement un commentaire d'Annabelle. Je ne sais pas si c'est sur ça que tu veux rebondir. Voilà. Parfait. Sur la notion d'inclusion. Ouais. Oui, c'est hyper important. Nous, on s'adresse à toutes les entreprises et donc à tout le monde dans ces entreprises. Et en effet, à nouveau, comme l'alimentation, le sport, c'est un sujet hyper intime parce que c'est à avoir au corps. Oui, le sport ou l'activité physique, j'utilise ces deux termes en effet, moi, de manière interchangeable. Donc c'est quelque chose d'hyper intime. Donc évidemment, on parle de temps de pause, donc on parle évidemment de quelque chose d'absolument facultatif. Il ne doit y avoir aucune pression. C'est justement quelque chose pour enlever de la pression. Donc c'est pas pour en rajouter une. Ça doit être facultatif et surtout, il faut donner du choix en fait. Et c'est toute la raison pour laquelle notre produit existe en fait. Il y a plus de 50 activités disponibles parce qu'en fait, malheureusement, la façon dont pour l'instant les entreprises mettent en place du sport, pas parce qu'elles veulent faire mal, mais parce que c'est juste compliqué. C'est de, en fait, par exemple, faire venir un prof de yoga dans les locaux ou d'organiser un run le midi. Et c'est super. Mais en fait, c'est malheureusement pas très inclusif parce que tout le monde n'a pas envie, de faire du sport avec ses collègues, et c'est pas grave, même si on a parlé de plein des bienfaits. Avec le télétravail, tout le monde n'est pas là les mêmes jours. 3, tout le monde n'a pas envie de faire de la course à pied ou du yoga, etc. Donc, en fait, il faut laisser le choix de quelle activité, de quand et de où. Et donc, c'est ça l'intérêt de la solution, c'est que vous pouvez faire du sport à côté de chez vous, donc dans notre réseau de partenaires, à côté de votre bureau, à côté de votre lieu de vacances même, ou de votre lieu de télétravail, etc. Et vous pouvez du coup inviter des collègues ou pas, le faire en famille. Donc en fait, l'idée c'est de favoriser la pratique du sport en général, entre collègues pour ceux et celles qui en ont envie, mais bien sûr qu'il ne faut rien imposer. Et si la pratique physique n'est pas accessible à un moment ou à un autre,
il y a tout un tas d'activités de bien-être qui ont des vertus très similaires, que ce soit la méditation. Il y a quelqu'un qui parlait de sophrologie dans le chat également. Enfin, il y a plein d'outils en fait qui permettent de travailler son corps sans qu'il y ait besoin d'avoir d'intensité musculaire ou cardio. Donc, évidemment, l'inclusion, c'est un sujet important et c'est vrai que ce serait dommage de ramener le sujet du sport dans l'entreprise pour créer en fait encore plus de dissonance et de stress, etc. Donc, bien sûr qu'il faut l'amener avec beaucoup de délicatesse. Ouais. Alors, je vois le temps qui défile, donc je vous propose qu'on avance sur le sujet de la vie sociale, parce qu'il nous reste encore 2 aspects à creuser. Mais déjà, quel est le rôle de la vie sociale sur la santé mentale, même si, bon, ça a été déjà un peu abordé plus ou moins tout au long, mais est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Et puis notamment, cette règle des 3 I qui intrigue tant. Écoutez, moi, Loïs, je peux me lancer ou tu… Vas-y. Ok. Premièrement, la chose à avoir à l'esprit, c'est que la vie sociale, c'est absolument capital. Pour 2 raisons. La vie sociale, le soutien des pairs, c'est le premier rempart contre la détresse psychologique en situation de travail. Et puis parce que nous sommes des êtres grégaires, c'est-à-dire qu'on a besoin d'appartenir à un groupe pour aller mieux, et ça pour 3 raisons. La première raison, c'est que, en fait, depuis la nuit des temps, je ne sais pas comment vous fonctionnez, Anaïs et Loïs, mais… moi, le soir, quand je rentre du taf, en fait, je ne vais pas en forêt de Saint-Germain-en-Laye tuer un sanglier pour me nourrir. En gros, je fais un truc de malade, je vais chez Casino City pour m'acheter à bouffer. Et donc, je suis donc dépendant du travail des autres pour me nourrir. Et depuis la nuit des temps, ça fonctionne. Alors, si tous les soirs, vous allez chasser en forêt, dites-le moi. Je viendrai faire un reportage du magazine Striptease sur votre vie. Mais globalement, c'est quand même assez surprenant. Mais globalement, je suis donc dépendant des autres pour me nourrir. Donc, le nourrir est une des conditions de ma survie. De la même manière, si je vais me balader en forêt et que j'ai 4 types qui viennent avec des mines patibulaires pour me tomber dessus, c'est quand même mieux si nous, on est 5 grands costauds pour leur faire peur. Parce que pour assurer sa sécurité, il vaut mieux être à plusieurs que tout seul. La sécurité étant un déterminant de sa survie. Et puis, désolé pour les oreilles chastes, mais c'est vachement plus simple de faire des enfants à 2 que tout seul. Et donc, nécessairement, l'appartenance à une communauté augmente la probabilité de la reproduire et améliore notre survie, mais donc aussi celle de l'espèce. Donc, la grégarité, c'est un besoin fondamental de l'être humain. La vie sociale est un déterminant de notre santé mentale. Ensuite, comment on voit qu'on est en train de passer du côté obscur de la force? Que là, on se dit, oh, toi, tu es en train de décompenser, disent les psychologues, quand ils ont envie de placer des mots de plus de 7 lettres dans les apéros pour avoir l'air malin. Eh bien, cette règle, c'est la règle des 3 I. Premier I, c'est l'isolement. Vous savez, on disait à l'époque, les oiseaux se cachent pour mourir. Les êtres humains, ils se cachent pour souffrir. Quand tu vas pas bien, tu vas opérer ce que nous, on appelle un retrait social, ce que j'appelle devant mes étudiants un mode granola Netflix, où ton mec ou ta nana te dit « mais t'as pas oublié que c'est vendredi soir, on va manger chez Pascal et Valérie », tu dis « oh putain, non ». Oh non, me fais pas ça. J'avais envie de binge-watcher une série tranquille en mangeant des granolas sous mon plaid. J'ai absolument pas envie de voir du monde ce soir. L'isolement, c'est ça, c'est un retrait social. C'est l'idée selon laquelle tu viens plus aux réunions, tu viens jamais aux after-work, que tu manges plus avec nous le midi, ou alors même quand tu es là, t'es plus là. Tu es ailleurs même quand tu es présent. L'isolement, c'est un truc qui doit toujours nous alerter, pas nous alarmer. Je n'aurai pas le temps de faire la différence entre les deux aujourd'hui parce que c'est des questions de traits de personnalité entre les introvertis et les extravertis, mais globalement, ça doit nous alerter. Il y a un truc qui se passe si tu t'isoles. Deuxièmement, c'est la question, donc isolement et irritabilité. C'est mon deuxième I. Irritabilité, c'est tu as perdu tout ton sens de l'humour. On te dit n'importe quoi, bam, tu pars en live, tu as envie de fumer le monde entier, un peu comme dans, vous savez, le truc de Texadri, tu as la fumée qui te sort des oreilles dans tous les sens. En fait, tu as perdu ton sens de l'humour, tu es devenu méga susceptible, tu pars au quart de tour sur n'importe quoi, tu montes dans les tours très très vite. Si tu t'isoles, je m'alerte. Si tu t'irrites en plus, je m'alarme. Et le dernier I, c'est l'instabilité. L'instabilité, c'est les montagnes russes émotionnelles, c'est gens qui rient, gens qui pleurent. C'est tu passes du rire aux larmes très, très régulièrement. Alors, attention quand même à ce que je dis, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. C'est normal d'avoir des hauts et des bas dans la vie. Anaïs, si tu n'aimes la vie que quand elle est belle, ça n'est pas la vie que tu aimes, c'est une chimère. Parce que ta vie, la mienne, elle est faite d'une gamme d'états émotionnels très riches, très large, et il n'y a pas d'émotions négatives. C'est une connerie. Il n'existe que des émotions pénibles. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que toutes nos émotions ont une fonction. Pour celles et ceux qui me connaissent un peu ou qui me suivent sur LinkedIn,
j'ai publié une interview, je crois que c'était pour 20 minutes ou pour Libération, je ne sais plus, là, que j'ai faite il y a 15 jours, où il me disait, la journaliste me disait, ouais, je ne comprends pas, je suis hyper nostalgique après mes vacances, comment faire disparaître la nostalgie? Ah, je l'ai vu. Faire disparaître la nostalgie, quelle drôle d'idée. La nostalgie, c'est quoi d'un point de vue psychologique et philosophique? C'est la tristesse à l'idée d'une joie passée. C'est d'abord une tristesse, la nostalgie. Mais c'est une tristesse à l'idée d'une joie. Donc si vous êtes nostalgique après un très bon moment, ça veut juste dire que vous avez vécu un très bon moment. Et c'est cool. Et ça veut dire que si vous avez aimé ce très bon moment, peut-être qu'il vous faut réfléchir à comment les multiplier pour que l'unique horizon de votre vie ne doit pas être uniquement de consommer et de travailler. Mais ça doit pouvoir aussi être d'aimer. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le philosophe qui disait, l'amour n'a pas de but, mais il en crée. L'amour n'a pas de but, mais il en donne. Et si consommer, travailler n'est pas le seul horizon pour la sérénité, on va peut-être pouvoir justement comprendre que isolement, irritabilité, instabilité, ce sont les témoins, ce sont les signaux qu'il nous faut probablement changer certaines choses dans notre vie parce qu'on est en train de passer du côté obscur de la force. La bonne nouvelle, c'est que tout ce qui a été appris peut se désapprendre. Et que quand bien même on passe du côté obscur de la santé mentale, on peut toujours restaurer une plus grande sérénité. Eh ben, je crois qu'on boit tes paroles, en fait, Adrien. Je suis désolée, je vois que le temps défile et je pense que ce serait dommage de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'on voulait aborder aujourd'hui. Merci, Adrien, pour ce partage. Et d'ailleurs, je vois Mélinda dans le chat qui dit qu'elle s'est rechargée. Ses capacités cognitives se sont rechargées exceptionnellement sans marcher grâce à vos interventions. Peut-être, Loïs, sur la partie comment l'entreprise peut agir concrètement sur la santé mentale. Alors, et quel rôle pour les RH finalement, puisque on a une audience principalement RH aujourd'hui. Donc, je pense que ce qui va être intéressant pour eux, c'est de repartir aussi avec des billes. Oui. Il y a plusieurs cas en fait. Il y a le cas où les RH ne sont pas encore convaincus de tout ce dont on a parlé, des bienfaits de tous ces dispositifs. Et dans ce cas, il faut venir à plus de webinaires. Et il y a les cas, qui est le cas majoritaire, j'ai l'impression, que les RH sont convaincus de tous ces sujets, mais que c'est plutôt la direction et la culture d'entreprise qu'il faut aller changer. Et ça passe par la sensibilisation. Donc de la sensibilisation à la fois vers le haut et vers le bas, entre guillemets, donc de la sensibilisation du top management pour qu'eux-mêmes fassent rayonner ensuite dans toute l'entreprise à travers leurs paroles et leurs actions, et de la sensibilisation vers le bas, donc c'est-à-dire vers tous les employés, vers tous les gens qui composent une entreprise, pour dire tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, pour travailler bien ensemble, on a besoin d'être en bonne santé, d'utiliser nos corps, nos cerveaux de manière différente au cours de la journée, de bien s'entendre et de se rencontrer en tant que collègues et êtres humains. Et que donc, sensibilisation, donc que ce soit à travers des dispositifs comme Urban Force Club, des événements, que ce soit sportifs ou créatifs, des newsletters avec des partages aussi de données scientifiques. On est dans une société avec, où on valorise beaucoup la science et les chiffres, c'est super. Donc, puisque justement, en plus, la science montre tous les bienfaits de ce dont on a parlé sur la santé mentale, sur la santé physique, sur la performance au travail et la créativité qu'amène la pratique du sport, etc. Donc, il faut convaincre en fait toutes les parties prenantes et montrer des exemples pour agir au quotidien au sein de l'organisation pour avoir une vision plus holistique en fait de comment on fonctionne en tant qu'être humain au niveau individuel et collectif au sein de l'entreprise. Est-ce que ça passe aussi par la dimension formation? Il y a Christelle qui parle de former sur le sujet de la QVCT et les RPS. Oui, bien sûr. À nouveau, ça dépend qui on veut sensibiliser. En fait, formation en effet pour le top management, pour qu'ils fassent rayonner, et formation pour toutes les équipes ensuite, oui, évidemment. Ouais.
Très clair. On arrive au bout de ce webinaire. Alors déjà, peut-être, ce que j'ai vu qu'il y avait eu quelques questions qui étaient passées sur le sujet de ce qui peut être implanté dans l'entreprise. Alors peut-être quelques mots sur je vais pas y arriver. Urban Sports Club. Je trouve que c'est dur à dire. Loïs, avant qu'on arrive à la conclusion. Oui, je vais vous partager le lien d'un événement qu'on organise du 13 au 20 septembre qui permettra à celles et ceux qui sont intéressés par nos solutions et par le sport en général. Donc, c'est des événements en physique qui sont à Paris, donc pour les personnes qui sont en région parisienne. Donc, c'est 8 événements d'affilée entre le 13 et le 20 septembre. Ça s'appelle la Wellbeing Week, la semaine du bien-être qu'on organise à travers l'Europe, dans les 7 pays dans lesquels on est pour l'instant. Et donc, voilà, c'est ces 8 événements autour des sujets très liés à ce dont on a parlé aujourd'hui, des événements sportifs. Donc, il y a plein de sports possibles différents. Et voilà, donc on s'adresse aux entreprises qui veulent cofinancer du sport et du bien-être pour leurs salariés de manière inclusive grâce au large choix de sports et d'activités qui sont disponibles. Puisqu'en fait, la solution Urban Sports Club, c'est l'accès à un réseau de plus de 15 000 partenaires de sport et de bien-être en Europe. Donc, ces partenaires, ça va être des salles de sport, des studios de yoga, des piscines, des cours de tennis, mais même des activités de bien-être, donc massage, cryothérapie, bain sonore, sophrologie, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et voilà, pour mettre toutes les valeurs dont on a discuté aujourd'hui, les instiller petit à petit dans le quotidien des organisations et des individus. Voilà. Il y a Stéphanie qui demande si vous organisez des événements dans d'autres régions, par exemple Strasbourg, elle prêche pour sa paroisse, j'imagine. Pour l'instant, non. Okay. Mais on espère, oui, bientôt être à Strasbourg. Ça marche très bien. Alors, en guise de conclusion, moi, j'aimerais bien reprendre une question que j'ai vue dans le chat et puis peut-être que ça permettra d'arriver sur le mot de la fin. Peut-être pour Adrien, il y a Isabelle qui demandait est-ce qu'on devrait faire une distinction entre la santé mentale au travail et la santé mentale à la maison? On devrait… Non. En fait, ce qui va la déterminer ou ce qui va l'altérer est un petit peu différent. Venez chez moi juste avant l'heure du goûter avec 2 enfants de 5 et 7 ans qui rentrent de l'école. Vous allez prendre un sacré coup sur votre santé mentale et vos facultés auditives dans les 3 minutes qui précèdent le goûter. Ce qui manifestement n'arrive pas avec mes collaborateurs quand on fait un apéro. Ils savent à peu près se restreindre correctement puisque je précise que je ne fais travailler que des adultes chez Sens et Cohérence. Donc, manifestement, ce qui va déterminer la santé mentale est un petit peu différent, pas complètement. Parce que le respect du consentement, l'autonomie qu'on se donne, l'écoute, la chaleur relationnelle, tout ça, la sphère affective, on l'a au bureau, on l'a à la maison. Donc, la santé mentale, c'est un grand tout. Mais vous savez, votre identité, comme la mienne, ça n'est pas une boule de pétanque, c'est une boule à facettes. C'est-à-dire qu'elle est composée de tout un tas d'éléments. Je suis le père d'eux, je suis le fils d'eux, je suis le prof d'eux, je suis le supérieur hiérarchique d'eux, Donc, j'ai toutes ces facettes qui créent mon identité, qui est donc composite, mais elles sont réunies par cette dimension de la santé mentale. Donc, elle s'exprime différemment, elle a des antécédents ou des déterminants qui sont différents, mais ma vie professionnelle est une partie de ma santé mentale, parce que je le rappelle, le travail est excellent pour la santé. Le travail, c'est le premier lieu de socialisation d'adultes. On le sait scientifiquement parlant, les personnes qui sont en situation de travail sont en meilleure santé que celles et ceux qui sont en situation d'inemploi. Le travail est excellent pour la santé, ce sont les conditions dans lesquelles on l'exerce qui peuvent altérer notre santé. La bonne nouvelle, c'est que sur les conditions d'exercice, nous avons des leviers d'action. Bah, écoute, je trouve que c'est une très belle conclusion. Ça sera le mot final de ce webinaire. On a légèrement dépassé le timing, mais bon, c'était pour votre bien. D'ailleurs, je vous pose la question maintenant que nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. Est-ce que ça vous a fait du bien? Alors, j'ai vu quelques réactions déjà. Hein. J'ai vu pas mal de merci pour tous ces éclairages, autant Loïs qu'Adrien. Moi, j'ai passé un super moment. J'ai appris plein de choses. Je vais aller marcher là, juste après, justement. J'étais convaincue. Je regarde quelques messages, mais voilà, très enthousiasmant. A priori,
on a réussi, on a accompli notre mission du jour. Merci beaucoup, Adrien. Merci beaucoup, Loïs. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci à toi, Anaïs. Un grand merci. Je vois un message qui questionne aussi les pratiques dans l'industrie parce qu'effectivement, les fonctions qui sont corporate ou des fonctions support n'ont pas les mêmes contraintes que celles et ceux qui sont sur des lignes de production. J'ai fait un peu plus de 600 missions dans l'industrie, dans les chaînes et quoi que ce soit. Je serais ravi d'être réinvité pour parler des conditions de travail et leur amélioration dans l'industrie parce que la bonne nouvelle, c'est que l'industrie a encore quelque chose de très précieux. C'est qu'elle a des collectifs de travail qui sont encore très forts et donc en général, les conditions, en tout cas les niveaux de stress dans l'industrie sont aujourd'hui un peu plus faibles que ce qu'on trouve par exemple dans les services. Mais ce sera l'occasion d'une prochaine rencontre. Avec plaisir, quand tu veux. Moi, je vous retrouve ce jeudi sur Culture RH. On enchaîne, ça y est, le mois de septembre est lancé. On se retrouve jeudi pour parler marque employeur et des actions pour booster son attractivité. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Encore merci, Louis. Merci, Adrien. Passez une très bonne semaine. Merci tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir.